Chapitre 13. Parole d'honneur. À qui dîne avec le diable, il faut une longue cuillère. À qui marche avec une sorcière, il convient de rester à distance. Je m'immobilisai et reniflai de nouveau. La créature arrivait par le sud et elle était sur nos traces. Thorn renifla elle aussi et dit en souriant. « Il va d'abord tomber sur les bandits, ça va être intéressant, ils vont faire dans leurs pantalons. » Nous repartîmes. Bientôt, un rugissement bestial s'éleva derrière nous, suivi de cris de peur et de colère. Si les ivrognes n'avaient aucune chance contre nos ennemis, ils les ralentiraient un peu. Je jetai un coup d'œil au garçon. Il haletait, épuisé par la course. Sa captivité l'avait affaibli. Je fis halte, tendis le sac à Thorn et empoignis notre jeune compagnon. Il eut un mouvement de recul, mais ne résista pas quand je le balançai sur mon épaule. Nous continuâmes vers le nord à un rythme un peu plus modéré. Je n'avais pas eu de nouvelles crises, néanmoins, je ne jouissais pas de ma forme nature habituelle. J'avais beau tenter d'ignorer mes inquiétudes, elles me titillaient comme une dent gâtée. Je m'efforçais à l'optimisme. Jusqu'à présent, mes poussées de faiblesse ne s'étaient pas produites à des moments de danger. En dépit des craintes d'Agnès sur les séquelles permanentes dont je souffrirais, j'espérais encore me remettre tout à fait. À la fin de la matinée, notre course changea en marche rapide. Nous avions distancé le Kretsch, même s'il restait certainement sur nos traces. Maintenant, une nouvelle difficulté se présentait. Nous suivions un chemin de terre traversant une vallée encaissée entre deux basses collines, sans arbres. À deux reprises, j'aperçus des silhouettes sur les crêtes. On nous observait. Je m'arrêtai pour remettre Will sur ses jambes. À combien sommes-nous du château, petit? Moins d'une heure, il désigna les collines. Les hommes de mon père nous font déjà escorte. Je les ai vus. Ils ont dû envoyer des messages annonçant que tu es en compagnie de sorcières. 10 minutes plus tard, un nuage de poussière s'éleva à l'horizon. C'était un homme à cheval qui galopait droit sur nous. Je flairai en lui de l'inquiétude, mais aucune peur. « C'est mon père !» s'exclama Will, tandis que le cavalier approchait. Le chevalier montait une jument pommelée. Sans casque, revêtu d'une cotte de mailles légère, il portait une épée à la hanche et un bouclier sur l'épaule. Arrêtant sa monture en travers du chemin, il tira son épée. « Reculez et laissez mon fils avancer !» ordonna-t-il. C'était un homme d'âge moyen, un peu corpulent. Il ne représentait aucune menace réelle, ni pour Thorn, ni pour moi. Mais s'il n'avait plus la force physique de la jeunesse, il en avait gardé la vaillance. Peu d'hommes oseraient affronter deux sorcières avec une simple lame. « Il est libre de ses mouvements, » lançai-je. « Baissez votre épée. »« Bon, laissez pas de me commander, sorcière !» répliqua-t-il. « Elles m'ont libéré, père, » plaida Will. « C'est grâce à elles que j'ai échappé à mes ravisseurs. Elles sont poursuivies et je leur ai offert l'abri de notre maison. Je leur ai promis que vous les aideriez à combattre les redoutables ennemis qui sont à leur trousse. J'ai donné ma parole. » La contrariété crispa le visage du chevalier. À l'évidence, c'était un homme honnête, mais les engagements pris par le garçon ne semblaient pas lui plaire. Néanmoins, il remit l'épée au fourreau. Soyez remercié d'avoir sauvé mon fils. En cela, je suis votre débiteur, mais vous me mettez dans l'embarras. Je suis un homme qui craint Dieu. Les fidèles se réunissent dans la chapelle de mon château chaque dimanche. L'évêque en personne vient 2 fois l'an bénir l'autel et prier pour les malades. Mon chapelain sera scandalisé. La voix de Will monta dans les aigus. « Ma parole d'honneur, père, j'ai donné ma parole. » Le chevalier hocha la tête. « Oh, ce qui est donné est donné. Je vais chevaucher avec mon fils. En allant tout droit, vous atteindrez ma maison. Les portes s'ouvriront à votre arrivée. Je suis messire Gilbert Barstin. Comment vous nommez-vous? »« Voici Thorn. Je m'appelle Grimalkin. » Une ombre de peur passa dans son regard, et je me réjouis de constater que ma notoriété m'avait précédé. La crainte le rendrait plus coopératif. « Pars, petit, » dis-je à Will. « Nous vous rejoindrons. » Sur ces mots, le garçon s'élança. Son père se pencha, l'attrapa par le bras et le hissa derrière lui. Puis, sans aucun commentaire, ils filèrent au galop. « Vous croyez qu'ils nous laisseront entrer au château ?» demanda Thorn. Je haussai les épaules. « J'ai quelques doutes. Nous saurons bientôt quel prix cet homme attache à l'honneur, mais ce qui nous attend devant est préférable à ce qui vient derrière. »
Nous suivîmes donc la route poussiéreuse jusqu'à ce que le château apparaisse sur l'autre rive d'une rivière tumultueuse. C'était une fortification modeste, dotée d'un unique donjon intérieur. Elle était néanmoins entourée de douves et dotée d'un pont-levis, surplombé par une tour de défense crénelée. Autour du château s'étendaient les terres cultivables parsemées de petits cottages. On ne voyait cependant personne travailler aux champs. Je remarquai que les murs noircis de 2 habitations qui avaient brûlé. La guerre n'avait pas épargné cette région reculée du comté. Nous franchîmes la rivière à gué, de l'eau jusqu'aux genoux. Pour la plupart des sorcières, il est impossible de traverser une eau courante. Une tueuse y parvient grâce à sa magie et à une résistance physique acquise au cours des années. Thorn, bien que peu entraîné, passa courageusement, grimaçant de douleur, agrippé à mon bras. Devant le premier cottage, un coup d'œil à travers les carreaux confirma mes soupçons. Un repas à peine entamé avait été abandonné sur la table. Les occupants avaient quitté les lieux en grande hâte. En ces temps hasardeux, les sujets, les ouvriers et les serviteurs d'un chevalier trouvent refuge dans l'enceinte de son château. Quel danger avait-il fui? Nous ne tarderions pas à le savoir. En approchant, je vis qu'on nous surveillait du haut des remparts. Il y eut un choc sourd suivi d'un grincement de chaîne et le pont-levis s'abaissa lentement. Mais quand nous nous y engageâmes, la herse et derrière elle, la porte massive barrée de fer restèrent fermées. Puis une voix nous interpella. Ce n'était pas celle du chevalier. Un reniflement m'apprit que le bonhomme était un hâbleur, de l'espèce qui tue de sang-froid et fait de la violence son mode de vie. « Ah, videz vos fourreaux !» cria-t-il. « Déposez vos armes à vos pieds !» Je secouai la tête. « Mes lames, je les conserve à portée de main. » Je reniflai encore. Les gardes étaient en état d'alerte et donc dangereux, mais disciplinés. Ils attendaient les ordres et ils obéiraient. Il n'y eut pas de réponse. Seul un murmure venu d'en haut m'apprit qu'il débattait de mon refus. Quelques secondes plus tard, les chaînes cliquotèrent de nouveau et la herse commença à remonter. Thorn me chuchota à l'oreille. « C'est peut-être un piège !» J'acquiesçai en silence. Pouvions-nous accorder notre confiance à ce chevalier? Je reniflai une 3e fois, longuement, cherchant à lire ce que nous réservait l'avenir, en particulier s'il y avait une menace de mort. J'appris que Thorn ne mourrait pas ici. De cela au moins, j'étais sûr. La lourde porte de bois s'ouvrit en criant sur ses gonds. Au-delà, il y avait une 2e herse. Le chevalier se tenait 10 pas derrière, toujours revêtu de sa cotte de maille, mais sans épée. Il nous fit signe d'approcher. Nous franchîmes donc le seuil, avançant de quelques pas. La première herse s'abaissa derrière nous. « Bienvenue chez moi !» déclara messire Gilbert d'un ton courtois. « Entre ces murs, je ne porte pas d'armes, et je vous prie d'en faire autant. Sortez vos alames et déposez-les à vos pieds. » « Vos coutumes ne sont pas nos coutumes, » répliquai-je. « J'ai pour habitude de garder mes armes à portée de main à tout instant. » « Oh, je vous accorde asile, que ce soit selon les termes par moi décidés. » Je tirai un couteau de jet et le pointai vers lui. À peine avais-je esquissé ce geste de menace que 2 archers se plaçaient face à moi, leurs flèches prêtes à siffler entre les carreaux de la herse. À ma gauche et à ma droite, des meurtrières s'ouvraient dans les murs. Nous étions cernés sur 3 côtés. Les traits lancés par les arbalètes sont rapides et puissants, capables de transpercer l'acier d'une armure. En dépit du danger, je conservais mon calme, analysant la situation et pesant les différents choix. « Avant qu'une flèche m'atteigne, menaçai-je, ma lame sera dans votre cou. » C'était vrai. Le tuer m'aurait été aussi facile que de chasser une mouche d'un revers de main. Il était à 1 seconde de la mort. Nous pouvions aussi abattre les 2 archers derrière nous. Pour les hommes postés en meurtrière, c'était moins sûr. Et même si nous réussissions, nous serions pris au piège dans cette entrée, entre 2 herses fermées sans aucun espoir de fuite. « En ce cas, nous perdrions la vie tous les 3, » reprit le chevalier. « Un gâchis bien inutile. Vous avez sauvé mon fils et je vous en suis reconnaissant et je tiendrai la parole donnée. Je vous offre un asile derrière ces murs. Un repas et des vêtements propres vous attendent. Déposez simplement vos armes, je vous en prie, et tout ira bien. » Nos yeux se rencontrèrent et je lus dans son esprit. Il pensait chacun des mots qu'il avait prononcés. Aussi, en réponse, je m'agenouillai et commençai à sortir mes armes pour les déposer à terre. Après une brève hésitation, Thorn fit de même. Quand je me relevai, merci Gilbert souriait. « Est-ce là tout ?» s'enquit-il. « Me donnez-vous votre parole qu'il n'y a pas de lame cachée dans ce sac qui pend à votre épaule ?» « Il ne contient pas d'armes, je vous en donne ma parole. »
Que renferme-t-il? Un objet qui doit demeurer à ma portée à tout instant. Si vous le voulez, je vous le montrerai plus tard. Vous souhaiterez alors ne l'avoir jamais vu. » Le chevalier leva la main, et les archers s'écartèrent tandis que la herse remontait. D'un geste, il nous invita à le suivre, et nous pénétrâmes dans la cour du château. Sur la gauche, dans le vaste espace, au-delà de la tour intérieure, les gens du domaine étaient rassemblés avec leurs familles. Ils cuisinaient sur des braseros entourés de moutons, de vaches et de chèvres. Ils avaient visiblement amené leur bétail à l'abri des murailles. On voyait peu de soldats, mais les 8 archers étaient toujours postés devant le portail, leurs flèches remises au carquois. Je remarquai un peu plus loin un individu portant la robe noire des prêtres. Il nous observait, les sourcils froncés. Celui-là ne semblait pas disposé à nous accueillir à bras ouverts. Messire Gilbert nous guida vers la tour. Une servante attendait sur le seuil. C'était une forte femme, d'âge mûr, vêtue d'une blouse grise. Ses cheveux d'un brun terne noués en chignon serré. Voici Mathilde, La présenta le chevalier. Elle va vous montrer votre chemin. Quand vous serez lavé et convenablement vêtu, elle vous conduira à la salle des banquets. Sur ces mots, il s'inclina en souriant et nous laissa. « Par ici, je vous prie, » dit Mathilde. Elle se mit à trotter le long d'un corridor. Je notai qu'elle avait évité nos regards, craignant certainement le mauvais œil. Elle ouvrit une porte et s'en fut en hâte. Thorn écarquilla les yeux de stupéfaction devant le faste de notre logement. Elle, qui n'avait connu jusque-là que les taudis de sorcières ou des logis de pauvres, découvrait une vaste pièce aux murs tendus de tapisserie. On y voyait un chevalier combattant une énorme créature au long croc au milieu d'un cours d'eau. C'était certainement messire Gilbert aux prises avec le verre. La chambre était meublée de 2 lits et de 2 chaises à haut dossier et d'une table où trônait une grande cruche d'eau. Sur chaque lit était étalée une robe vert pâle. « Eh bien, vêtons-nous convenablement, » dit Jaton avec un sourire. « As-tu jamais porté pareil à Tours ?» Elle secoua la tête d'un air renfrogné. « Oh, nous avons abandonné nos armes et devons maintenant nous habiller comme de stupides dames de cour. Il n'y a pas d'archers ici pour nous contraindre à obéir aux ordres de messire Gilbert. Pourquoi le ferions-nous ?»« Il n'y a pas de mal à observer notre façon de vivre, fillette. Chassons la puanteur de nos corps et enfilons pour quelque temps des habits propres. Le crèche sera bientôt là, profitons de ce répit. En tout cas, ce fera plaisir aux garçons de te voir en jolie robe. » Thorn rougit jusqu'à la racine des cheveux, trop embarrassé pour répliquer. Je me détournai donc, détacher les lanières qui retenaient mes fourreaux et les déposer près d'un lit. J'ôtai mes nippes sales et me lavai, laissant Thorn à sa bouderie. Après quoi, je choisis la tenue qui me paraissait à ma taille. Quand je fus prête, Thorn commença à contre-cœur ses ablutions, puis elle me fit face, vêtue de sa robe verte. « Quelle ravissante personne tu fais, digne de la cour d'un seigneur !» plaisantai-je. Son visage se tordit de rage et elle fonça sur moi, griffe en avant. Je reculai d'un pas, un bras tendu pour la repousser. « Je te taquine, fillette, ne te fâche pas. Affiche ton plus beau sourire et tâchons de charmer ce chevalier pour mieux le plier à notre volonté. » Quand nous quittâmes la chambre, Mathilde nous attendait dans le couloir, nerveuse. Elle nous conduisit à la salle à manger. Elle jetait des regards inquiets au sac de cuir que je tenais de la main gauche. Je la vis frissonner. Peut-être percevait-elle quelle émanation diabolique. Quelques émanations diaboliques. Certaines gens sont sensibles à ce genre de manifestation. La salle, immense, avec un haut plafond à caisson, pouvait accueillir une centaine de convives autour de 6 longues tables. Une 7e, au fond, ovale, dressée à l'opposé de la porte, était la seule à être occupée. 2 personnes y étaient assises, messire Gilbert et son fils, tous 2 élégamment vêtus de soie bleue, comme il convient à des nobles. Cependant, le père aurait eu meilleure allure en cotte de maille. Cette tenue soulignait la rondeur de son ventre. C'était un homme parvenu confortablement à la maturité et habitué à une vie aisée. À notre entrée, tous 2 se levèrent en souriant, mais leur regard accompagna le sac de cuir que je plaçai au pied de ma chaise. Je me demandais où le Kretsch et les autres alliés du malin se trouvaient à cette heure. « Bienvenue, dit messire Gilbert, asseyez-vous. » Lui et son fils attendirent que Thorn et moi ayons pris place avant de se rasseoir. Les serviteurs entrèrent et placèrent sur la table des plats de viande et du pain. « Nous avons à discuter, reprit messire Gilbert. Mais vous devez être affamés. Mangeons d'abord, nous parlerons plus tard. » Au cours du repas, on nous versa de grands verres d'hydromel auxquels Thorn et moi ne touchâmes qu'avec circonspection. Nous devions garder les idées claires pour négocier avec le chevalier,
Il nous avait offert un refuge. Et pour combien de temps? Beaucoup de choses restaient à décider. Le dîner terminé, les serviteurs enlevèrent les assiettes mais laissèrent les verres devant nous, croisant les doigts. Mais Sir Gilbert nous regarda tour à tour, enfin il prit la parole. Une fois encore, je vous remercie d'avoir délivré mon fils et de l'avoir escorté jusqu'ici. Il m'a dit que vous étiez poursuivi par une étrange créature d'une espèce qui m'est inconnue. J'aimerais en savoir davantage. Ça s'appelle un Kretsch, dis-je. C'est un hybride d'homme et de loup. Il a été créé par magie noire pour me traquer et me tuer. Il est intelligent, féroce, doué d'une force colossale. Il manie les armes et ses griffes instillent un poison mortel. Sa tête et son poitrail sont protégés par une épaisse ossature, et s'il est blessé, il se régénère de lui-même. Par quel moyen peut-on le tuer? Lui arracher le cœur et le détruire par le feu, ou le manger suffirait peut-être. Par prudence, mieux vaudrait le démembrer et le découper en petits morceaux. Est-il seul? Il est accompagné d'une troupe de sorcières et d'un mage puissant. Un certain Bokeh, leur force réunie les rendent redoutables. Et que vous leur avez-vous fait pour qu'il vous donne ainsi la chasse? J'attrapai le sac et le posai sur la table. Je transporte là-dedans la tête du malin. Il est temporairement entravé, et nous cherchons le moyen de le détruire. Nos ennemis veulent réunir sa tête et son corps pour lui rendre la liberté. Voilà qui me paraît difficile à croire, lâcha le chevalier, une expression de perplexité sur le visage. La tête du diable en personne serait dans ce sac. C'est bien ce que vous avez dit. Il est venu sur terre invoqué par le conventus de Pendle. À présent, il est piégé dans son corps de chair et en grande souffrance. Vous ne me croyez pas? Voulez-vous une preuve? Un faible grognement monta du sac, et qui ressemblait à une brève inspiration. Will et son père sursautèrent. Le second, toutefois, reprit vite contenance. Je suis un homme de paix, simplement occupé de mes propres affaires, reprit-il. Je ne prends les armes que lorsque la cause est justifiée. Je ne connais pas grand-chose aux sorcières et à la magie noire, et je crois que bien les choses étranges sont le fruit de la superstition et de l'ignorance. Mais j'ai l'esprit curieux et j'aimerais beaucoup voir le contenu de ce sac. Eh bien, je vais exaucer votre souhait, dis-je. Je déliai les cordons du sac, en sortit la tête du malin, en la tenant par les cornes et les levai devant le père et le fils. À cette vue, tous deux sautèrent sur leurs pieds. Le garçon était prêt à prendre ses jambes à son cou. La tête grogna de nouveau, et la chair autour de l'œil crevé palpita. Un filet de sang séché reliait l'orbite à la bouche ouverte. Cette face hideuse était plus hideuse encore qu'elle ne l'avait jamais été.